Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Kinshasa Télévision. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau une figure religieuse très importante dans l'espace religieux en République démocratique du Congo, le pasteur et archevêque Israël Dodo Kamba. Il est président du Conseil interreligieux congolais et il propose aujourd'hui une mise en place d'une commission vérité et réconciliation pour la RDC, une initiative qui intervient dans un contexte de guerre à l'Est et de climat politique tendu. Quel rôle les leaders religieux peuvent-ils jouer pour ramener la paix en République démocratique du Congo et amorcer le dialogue? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec mon invité, l'archevêque Israël Dodo Kamba. Bonjour. Bonjour, M. Marius. Merci énormément de nous recevoir. Merci de votre temps. Depuis un temps, vous parlez d'une initiative qui étonne plus d'un. On se pose beaucoup de questions sur ce que vous entreprenez, mais vous proposez une commission vérité et réconciliation avant le dialogue national. La première question, mais c'est qui vous donne ce mandat? Wow. Merci d'abord, M. Marius, d'avoir pensé à nous, parce que vous avez aussi un cahier des charges aussi chargé. Pas plus que le vôtre, en tout cas. Le mandat, il faut savoir que tout Congolais a le devoir civique et citoyen de pouvoir apporter toute initiative qui apporte la paix, tant soit peu, dans le pays. Le fait déjà pour l'État congolais de nous reconnaître comme tel, en tant que confession religieuse, c'est-à-dire aspect confessionnel, avec comme mention interface, vous avez la responsabilité de pouvoir jouer pleinement votre rôle. Et le rôle en question consiste également à des actions de médiation et des conseils pour la paix. Et le mandat, ça veut dire que vous le prenez, on peut comprendre, de Dieu en tant que pasteur? Tout à fait, parce que le fait pour nous d'être d'abord établi pasteur dans notre pays, nous l'avons reçu des dieux, certes, nous avons fait des études appropriées et nous avons sollicité les documents ou la reconnaissance de cette qualité auprès des instances, donc l'État congolais, particulièrement le ministère de la Justice qui nous reconnaît ce droit. Et ça, c'est déjà les mandats que nous recevons auprès de l'État, à part ce que nous avons reçu des dieux. Mais quand vous dites il faudra d'abord passer par la commission vérité et réconciliation avant d'aller au dialogue, est-ce que vous pouvez un peu expliquer aux Congolais lambda comment est-ce que vous entrevoyez ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? La vérité, c'est que c'est une proposition que nous sommes en train de faire. Nous la souscrivons dans le rang d'une sonnette d'alarme. C'est-à-dire, nous proposons auprès de l'État congolais et de l'autorité établie une mise en place d'une commission vérité et réconciliation, chose qui, et ce serait pas la première dans notre pays, déjà pour remonter. Cette commission a été appliquée pour la première fois en Afrique. C'était institué par Desmond Tutu de l'Afrique du Sud, qui a réussi pleinement ses paris en Afrique du Sud. Ça produit des résultats. Et chez nous, pour la première fois, ça a été appliqué en 2003. Malheureusement, ça n'a pas produit des résultats, alors que les gens s'attendaient vraiment à voir cette commission opérer et travailler en bonne et due forme. Mais évidemment, cette fois-ci, quand on a parlé du dialogue des acteurs politiques, de tous les acteurs en conflit, il faut les dire comme ça, de pouvoir se mettre ensemble, de discuter des sujets importants du pays, de toucher le cause profonde des restes, nous estimons que cette commission devra travailler en amont, cette fois-ci, pour pouvoir baliser le chemin, préparer les uns des autres, les rapprocher les uns des autres. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a de l'autre côté la population qui se plaint pour le simple fait qu'elle a été meurtrie depuis plus de 3 décennies, et les gens continuent à causer des pertes de vies humaines, mais c'est comme si on ne fait pas cas directement.
Et quand on parle du dialogue, c'est-à-dire les gens s'assoient et puis ils parlent parfois des intérêts égocentriques qui n'ont parfois rien à voir avec ceux de la population. Donc ça veut dire que vous allez à C'est-à-dire l'encontre ici, du dialogue, vous préférez plutôt le terme vérité réconciliation plutôt que dialogue, si je comprends. non, vérité et réconciliation, c'est une commission qui devra baliser les chemins pour le dialogue, être comme un préalable pour le dialogue. Avec cette commission, ça permet d'abord d'établir, quand on parle de la vérité, on établit les responsabilités. À ce moment-là, tous ceux qui ont commis des exactions devront s'amender, réparer. Tant soit peu, bien entendu. Et ceux qui ne voudront pas, ils seront d'office sanctionnés par la population qui verra qu'ils ne sont pas de bonne foi. Et puis, de l'autre côté, ça permet à ce qu'on avance. On avance pour rapprocher les uns des autres. C'est comme ça qu'on parle de la réconciliation. Nous sommes allés plus loin jusqu'à penser également à la cohésion nationale. Et ça va apaiser tant soit peu les climats. Et puis, nous obtiendrons par cette commission en amont et en aval. En amont, c'est-à-dire avant le dialogue, nous obtiendrons à la mesure de possible la décrispation sociale et politique. Et c'est ce que nous voulons réellement atteindre, et le rapprochement des uns des autres. Alors, vous avez entamé des rencontres que vous avez eues avec certains membres de l'opposition, notamment pour parler de cette commission. Mais je pense pas que je suis pas sûr que j'ai bien compris. Hein. Je veux juste être sûr que j'ai compris. Donc, vous mettez en place une commission, vous dites, venez, on va discuter pour savoir qui a fait quoi, on se pardonne, avant qu'on aille discuter de comment on va conduire notre pays après. Mais comment est-ce que vous comptez faire ça, concrètement? Parce que j'ai l'impression que nous sommes encore dans le concept. Mais concrètement, comment est-ce que vous le faites? Bien, il faudrait dire ici que je rentre dans une logique de cette parole qui dit on n'invente pas la roue. C'est une commission qui a déjà existé, le mode opératoire est très connu, c'est l'un des éléments de la justice transitionnelle. C'est-à-dire, ici, nous établissons le fait et les responsabilités par rapport à ceux qui ont commis des fautes et à tous les conflits qu'il y a eu entre le genre. Et à ce moment-là, nous indiquons et nous conseillons à tous ceux qui sont impliqués dans ces conflits d'une manière à une autre, un conflit politique, économique et autres, de fautes, de crimes économiques, crimes sociaux, crimes contre humains et tout ce qu'il y a. Alors, nous établissons ces faits et nous interpellons, n'est-ce pas, le responsable, et nous leur demandons de pouvoir s'amender. Nous, comme religieux, c'est-à-dire nous conseillons ce que nous appelons chez nous la repentance. C'est-à-dire, vous vous repentez de tous les maux que vous avez commis envers les autres et ça vous donne une voix. À ce moment-là, on peut obtenir auprès de l'autorité établie, comment on appelle, l'amnistie pour certains et la grâce présidentielle pour d'autres qui se verront être condamnés, mais qui prouvent la bonne foi de pouvoir se ressaisir et regretter de leurs actes. Et nous pensons pouvoir l'obtenir. Et dans l'entretemps, faut jamais oublier que jusqu'ici, nous sommes dans une phase où nous sensibilisons pour cette cause. Mais cette commission devrait être établie par les chefs de l'État lui-même. C'est-à-dire quand il verra le bien fondé de cela et qu'il trouve que c'est opportun de pouvoir l'établir avant que le dialogue ne se tienne. Donc, cette commission sera investie de tout le pouvoir du chef de l'État, de pouvoir rapprocher les uns des autres en tenant compte du cahier des charges qui sera proposé. Alors, quand je vous écoute, il y a d'autres organisations religieuses comme la Synco et l'ECC qui ont également pris l'initiative de rencontrer tous les Congolais, enfin les Congolais concernés dans le conflit. Concernés dans le conflit. En quoi votre initiative est différente de celle de la Synco et de l'ECC? Ne vous en faites pas, elle n'est pas différente du tout. Notre initiative, d'ailleurs, les tandems Synco et ECC a proposé le dialogue, proprement dit,
à l'interne et dans le format des dialogues. Parmi les éléments dans le cahier des charges, il y a également cette commission vérité et réconciliation qu'ils ont pensé pouvoir intervenir quelque temps après que le dialogue soit déjà entamé. Mais nous estimons que c'est une commission qui devra fonctionner en amont parce que tout ce que les gens respirent dans leur cœur, surtout après la ronde que nous avons fait, il y a beaucoup trop de méfiance et de haine dans les cœurs des gens. Si on se met autour d'une table, pensant aux causes profondes, à tout ce qu'il y a dans le pays, les gens risquent de s'entretuer et s'entre-déchirer encore. Et je n'arrête de le dire, nous vivons un phénomène dans notre pays où quelques politiques sont en train de vouloir monter le peuple contre lui-même. Où il y a quelques conflits qu'on dirait être communautaires, ethniques et autres. Mais en réalité, ceux qui tirent les ficelles, ce sont les politiques qui veulent régner en maître et puis utiliser des gens abusivement. Alors, notre proposition consistera à ce moment-là à pouvoir atténuer cette manière de faire, changer un peu le paradigme à la mesure de possible avec les narratifs nouveaux que nous proposons. Et nous estimons qu'avec notre pédagogie, notre manière de fonctionner, nous obtiendrons gain de cause. Je comprends votre position, mais j'aimerais encore, je pense pas que j'ai compris, en quoi votre initiative est différente de celle de la Cinco et de l'ECC? Parce que nous voulons, parce que la commission vérité et réconciliation balise le chemin avant tout. C'est comme ça que nous appelons ça euh, un préalable pour le dialogue. Avant qu'on ne parle du dialogue, il faut aménager le terrain. Vous savez que nous serons à plus de trentaine de dialogues depuis que le pays a connu l'indépendance, mais malheureusement, tous ces dialogues n'ont rien produit d'efficace ou de durable. Tout simplement parce que ça a été mal procédé. Cette fois-ci, nous voulons remédier, arranger, réparer, pallier à tous ces problèmes qui s'est toujours posé à chaque fois qu'on tient le dialogue. Et c'est pour cette bonne raison. Je vous donne un exemple simple. La commission qui avait été mise en place en 2003, Commission Vérité et Réconciliation, n'a pas pu travailler. Il y a eu des interventions même de quelques membres de la communauté internationale ces interventions ont interféré au travail qui devait être fait. Seulement parce que il fallait établir la vérité, il fallait pousser les gens à reconnaître leurs fautes. Alors, imaginez qu'une personne soit déjà établie à la tête d'une institution avec tout le pouvoir lui procéder, lui concéder, disais-je. Alors, vous voyez cette personne reconnaître que, écoutez, j'ai fait du mal au peuple, elles ne reconnaîtront jamais, ces personnes, elles ne pourront jamais le faire. Et c'est là où ça a causé du tort à la procédure. Cette fois-ci, nous estimons, différemment du tandem 5 CC, qui pense que cette commission est aussi valable, importante, mais qui pourrait intervenir après. Cette fois-ci, nous pensons, sans toutefois enfreindre à tout ce qui est déjà entamé, tout ce qui est déjà fait, tout ce qui est déjà poursuivi. On ne le change pas, on n'interfère même pas à ce qui est déjà entamé, mais nous pouvons parallèlement commencer une petite médiation, en fait, le bons offices, en quelque sorte, mais avec un pouvoir de pouvoir ramener les gens ensemble. Et ça, c'est une commission qui pourra faciliter les choses à notre nation et pousser les gens à sortir tout ce qu'ils ont dans leur trip, il faudrait le dire comme ça, parce que à un certain moment, on s'est dit, les gens respirent la haine, hein, il y a beaucoup trop de choses. Il y a vraiment de la glace Et ça, ils viennent le dire à vous ou ils parlent à la population, aux victimes? On l'a constaté, il y a beaucoup trop de choses. On l'a constaté en amont, et mais quand nous avons également rencontré quelques politiciens, nous avons trouvé qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont dérangé certains et qui ne les mettent pas en confiance. Il faudrait d'abord rétablir ce climat de confiance
briser toutes ces glaces qui les séparent, qui le poussent à être méfiants les uns les autres. Alors, ça, c'est un travail pastoral que nous pouvons faire à l'ensemble, bien sûr, avec quelques membres de la société civile qui ne sont pas impliqués directement aux affaires Mais de pourquoi l'Esprit. estimez-vous que le pays doit nécessairement passer par cette étape? Bon, sans toutefois être prétentieux, hein, mais nous estimons que ça fait partie des solutions euh, sur base de ce que nous avons vu ailleurs. Par exemple, en Afrique du Sud, le résultat que ça a produit. Et après les études faites, parce que nous, dans CIC, nous avons également des experts. Hein, des experts c'est carrément un corps scientifique constitué de plus de 20 professeurs d'université et quelques experts dans le domaine de la médiation. Et nous avons réfléchi autour de cette question et même quelques-uns que nous avons eu à rencontrer, les politiques, quelques-uns bien sûr, ceux de l'opposition surtout, ont estimé que c'était une bonne voie pouvant le rapprocher des uns des autres. Excusez que je revienne à chaque fois au fait créer ce qu'on appelle la réconciliation. Trouver un tempérament qui permette aux gens de pouvoir se mettre ensemble et parler Vous et avez, construire ensemble. vous avez parlé avec certains de l'opposition politique. Est-ce que vous envisagez de rencontrer aussi ceux qui ont pris des armes, comme le M23? C'est là où se pose, là où beaucoup de gens posent des questions qui suscitent des injures et beaucoup trop de choses autour. Nous n'avons pas les mandats de traverser les frontières pour arriver à des zones comme celle-là. Mais si cette commission est établie et que le cahier de charges qui sera proposé même au chef de l'État et à ses conseillers estime qu'il y a quelques personnes que nous aurons besoin, que la commission, ça faut vraiment que je l'affirme, que la commission aura besoin de rencontrer si le cahier de charges et exprime cela, le besoin par rapport à ça, je ne pense pas que ça puisse poser de problème. Donc ça veut dire que jusque-là, il n'y a pas de cahier des charges. Quand vous initiez Non, mais ça, est-ce que vous pensez à ceux qui ont pris des armes ou vous dites, bon, on va voir, hein, si la non, commission dit qu'ils font leur rencontre, c'est bon, non, mais mais sinon... écoutez, ou vous avez encore besoin là, de la permission du président de la République? je vais vous donner un exemple. Quand on dit vérité, réconciliation, dans la vérité, il y a la justice, n'est-ce pas? Lorsqu'on établit la justice, on établit de faits. On cite les gens qui ont touché aux armes. C'est à eux de manifester les désirs de vouloir se sentir aussi à même de pouvoir réparer de leurs fautes. Et ça, je dis, c'est toute une commission qui devra travailler en tenant compte du cahier des charges. Et si cela paraît nécessaire par rapport aux faits qui seront relevés, la commission ne fera que son travail de rencontrer toute personne qui sera pris en ligne de compte par rapport à ce qui est demandé de faire. J'ai devant moi la personne qui a pris l'initiative de créer cette commission. Vous avez sûrement un plan. Est-ce que dans votre plan, vous comptez aussi que cette commission rencontre aussi ceux qui ont pris des armes? La commission, si elle est établie, aujourd'hui, vouloir ou pas, notre pays, la justice pénale de notre pays prendra soin d'interpeller tous ceux qui ont touché aux armes. C'est-à-dire, on les interpellera, c'est-à-dire, on va les inviter à venir se justifier de ce qu'ils ont fait. Vrai ou faux? Maintenant, dans la commission Vérité et Réconciliation, il y a ce qu'on appelle la justice transitionnelle. On peut tenir compte de ces éléments en disant, bah, écoutez, allez à la rencontre de tel, et ça, c'est le mandat qui vient de l'autorité, de pouvoir aller le faire. Et si cela s'avère être placé dans l'ordre des choses à faire, nous allons le faire. Vous dites que la justice sera dans la réconciliation. Le président de la République parle de dialogue, oui, mais pas avec les gens qui ont pris des armes contre notre population, je les cite.
Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Mais en toute responsabilité, il a pleinement raison. Parce qu'il est le garant du bon fonctionnement du pays et des institutions et de la Constitution, qui ne prévoit aucune possibilité à ceux qui ont touché les Congolais d'être dédouanés aussi facilement. Je crois que pour ça, il ne peut que dire ça. Et après, s'il y a une manifestation d'une bonne volonté de vouloir se rétracter, se ressaisir et solliciter une mesure de grâce, en toute responsabilité, il pourra aussi amnistier et gracier quelques-uns. Tout dépendra de la bonne foi et de la démarche de ceux qui sont impliqués. Et dans l'entretemps, il faudrait les dire à haute voix que ce sont des actes qu'il ne faudrait jamais encourager dans notre pays. Et c'est tout à fait logique et responsable qu'ils disent ça. Et vous ne comptez pas en parler au président de la République pour qu'il puisse pardonner et se réconcilier avec eux? Attendez, pardonner, ce n'est pas dédouaner. C'est pas dédouaner. Ce n'est pas disculper non plus. Quand on parle de la justice, il faudrait que le fait soit établi. Et vous savez, il y a une démarche à entreprendre lorsqu'on reconnaît les fautes qu'on a commises. Hein? Il y a une démarche. Et quand la démarche est entreprise de la bonne façon, on peut à ce moment-là intervenir de bonne foi pour solliciter une mesure de grâce. Mais jusqu'ici, il faut censurer les actes de rébellion. On ne peut pas revendiquer ses droits en bafouant les droits des autres. Les autres ont le droit de vivre, comme vous. Alors, si vous pensez que pour revendiquer vos droits d'existence, le bien qui vous reviennent de droit, ou encore votre place dans la société, il faudrait priver quelques-uns. Alors, les innocents, de leur droit de vivre et d'exister, alors là, ce sont des fautes lourdes qui nécessitent de peines et des sanctions convenables. Ici, nous tentons non seulement de rapprocher les gens, d'éradiquer également les mauvaises méthodes, parce que nous ne voulons pas créer de mauvais précédents. Et notre procédure, notre démarche consistera à décourager définitivement tous les Congolais pour ne plus jamais prendre les armes. Ici, nous avons des méthodes, hein, nous avons des méthodes que nous employons pour pouvoir ramener quelqu'un à la culpabilité des fautes qu'il a commises, mais après, nous ne pouvons pas enfreindre aux lois du pays, aux règles du pays. Nous restons tout de même focalisés dans ça et respectueux de la Constitution. Si j'ai compris, en tout cas, par rapport à ce que le M23 a fait, ils sont d'office exclus de votre commission, sauf si vous en avez l'autorisation du président de la République ou la clémence du président de la République. Tout à fait. OK. Alors, aujourd'hui, quand on voit, permettez-moi l'expression, tous ces groupes religieux, Synco, ECC, Entente des églises des réveils au Congo, Conseil interreligieux congolais que vous dirigez, avant cela, Communauté unie du réveil, comment des gens ou des personnalités qu'on respecte n'arrivent pas eux-mêmes à se mettre en bloc pour demander aux autres de se mettre ensemble, peuvent convaincre de façon isolée les autres de se mettre ensemble, alors que vous, là, on a l'impression que vous êtes divisés sur beaucoup de principes. Comment est-ce que vous voulez nous convaincre? Heureusement que ce n'est que l'impression. Ce n'est pas une impression, ça se voit. Non. Parce que en fait, vous seriez dans heureusement que vous vous limitez dans ce que vous voyez. Et je vais vous laisser répondre. Vous avez des groupes religieux, en tout cas les plus connus, ils sont 4, dont chacun a sa propre initiative pour le même objectif. Ou celui que les Congolais, finalement, se mettent ensemble entre eux. Pourquoi vous commencez pas par vous mettre ensemble vous-même? C'était d'ailleurs le souhait du président. Nous nous mettons ensemble. Voilà. Je peux vous garantir. Nous sommes ensemble. Il y a le procédé qui, par contre, le différencie des uns des autres. Mais cette commission, par exemple, que je propose ici, ne pourra jamais être d'application rien qu'avec le groupe CIC. Nous.
nous voulons à ce que, pour l'application de cette commission, il faudrait qu'il y ait l'implication de tous ceux qui sont officiels de cette manière. Donc, les autres que vous avez cités, Tandem, 5 SCC, et la plateforme et les autres, on doit converger les efforts et trouver les biens-fondés de pouvoir procéder de cette... Pourquoi vous commencez pas d'abord là? Vous savez que avec le politique, il faudrait aller pour convaincre, proposer, et surtout que naturellement nous ne parlons pas le même langage. Avec les religieux, c'est très facile, du fait que déjà notre mode opératoire nous permet de nous accorder facilement. Archevêque Dodo Kamba, on vous connaît. On vous reconnaît une grande proximité avec le président de la République. Vous êtes très proche de lui, selon ce qu'on voit. Est-ce que vous ne craignez pas que votre position de proximité puisse influencer votre démarche? De quelle manière? En fait, d'abord, je vais faire un petit rectificatif. Le chef de l'État, en tout cas, différemment de plusieurs à travers le monde, est très proche de tous les serviteurs de Dieu dans leur ensemble, les religieux, surtout pour le cas de notre pays. Et je ne suis pas le seul. D'ailleurs, je dirais, nous d'ailleurs, nous avons toujours pensé, moi personnellement, j'ai toujours pensé qu'il est beaucoup plus proche de la Cinco et je ne parle pas de groupe, je parle d'individus, vous personnellement. Moi personnellement, non, mais c'est dans le cadre carrément du travail que je fais, et ce n'est que pour ça, ces statuts d'homme de Dieu qui me donnent accès à lui avec facilité, pas pour autre chose, pas parce que je suis dans la politique ou je fais autre chose. Ce qui signifie que tous les religieux sont considérés comme étant beaucoup plus proches du chef de l'État. C'est sa manière de faire, et ça nous a aussi facilité la tâche, nous reconnaissons. Et après, que ça puisse poser problème pour que les gens disent quoi exactement. Je pense que dans un pays, à la lumière de la parole de Dieu, le roi a toujours été proche des envoyés, des prophètes, parce qu'ils apportent des conseils et des inspirations. Voilà comment nous concevons les choses. Dans ce pays, tous les religieux qui se veulent respectables, respectueux, sont d'office des conseillers du chef de l'État, du fait qu'il leur ouvre la porte pour pouvoir apporter des idées et des conseils. Mais parfois, les autres, comme la Cinco et les CC, ils prennent des fois des positions qui ne sont pas tout à fait alignées avec ce que pense le chef de l'État. Est-ce que vous le faites aussi? Bon, chacun a sa manière, sa méthodologie de fonctionnement. Je vais vous dire, par exemple, que moi, si il y a un point de vue que je trouve pouvoir être changé ou modifié par le chef de l'État, ce ne serait ni à la télé que je le ferais, et je trouverai l'occasion, selon ma déontologie et mon éthique, de pouvoir le lui faire savoir. Et c'est ma manière de procéder. Et je pense que eux aussi ont leur manière de procéder. Ça dépendra de leur apostolat et de leur épiscopat. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que dans le fonctionnement que nous avons naturellement en tant que religieux, j'ai suivi l'un des responsables, l'un des responsables d'une église que je ne cite pas ici, qui a critiqué les accords de Washington que le pays avait fait, les accords avec Washington, citant que c'était une manière de brader le richesse du Congo et tout ça. Et moi, quand je suis intervenu... Vous parlez de Monseigneur Fulgence Moutéba? Par exemple, il était libre de le faire. Mais moi, en écoutant ça, j'ai repris une fois la télé. À cette période-là, j'ai dit, mais attends, les accords qui venaient d'être signés ne sont pas encore conclus. On a laissé 2 mois de pouvoir revisiter, reproposer et modifier si ça pouvait être possible. J'ai dit, mais au lieu de faire des critiques seulement à la télé, écrivez au chef, par exemple,
nous trouvons que là, vous n'avez pas bien négocié tel ou tel endroit, vous n'avez pas bien procédé à tel endroit, et je vous propose peut-être de révisiter ça, de revoir ça, au lieu de l'exposer à la voie publique. Vous voyez, par exemple, ce sont des méthodes que nous pouvons employer, nous, les religieux, de trouver toujours la possibilité, dans notre casquette de serviteurs de Dieu, notre statut, faudrait le dire comme ça, des serviteurs de Dieu, nous avons le mandat de conseiller les autorités, en commençant par la première, elle-même, la première institution. Et c'est ma façon de voir. Mais peut-être d'autres personnes ont leur épiscopat qui leur peut-être donne d'autres voies et d'autres directions. Mais vous avez raison, il y a que... Vous choisissez votre camp, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Choisir les Vous camps. choisissez le camp d'être avec le président. Non, les camps de l'éthique, d'après les études que je fais, je peux lui conseiller de ne peut-être pas procéder d'une certaine façon, mais je ne le ferai pas à la télé. Au pire des cas, si je n'ai pas d'audience, je peux lui écrire. Ça, c'est mon éthique, ce sont des études que je fais. Comment on traite avec celui qui est établi, parce qu'il est établi à la tête du pays, il y a une onction supérieure qu'il a reçue. Il y a une manière de procéder, de le traiter, avec beaucoup de respect, et ça se passe comme ça. Mais je ne veux pas exposer cela à la place publique pour dire, écoutez, je n'ai pas apprécié sa manière de faire. D'autant plus que nous avons toujours eu la porte ouverte pour pouvoir approcher et apporter nos idées. Alors, quand vous allez voir les différents hommes politiques, qu'est-ce que vous attendez exactement d'eux? Est-ce que vous attendez qu'ils vous rejoignent, qu'ils fassent partie de votre commission, qu'ils vous accompagnent ou qu'ils puissent porter le projet? Non, en le voyant, c'était pour d'abord les consulter, savoir si l'idée était bonne par rapport à leur appréciation, avoir leur appréciation, faudrait les dire comme ça, et en écoutant ce qu'ils pensent de cette idée, ça nous permet, là où il faudrait réajuster, nous réajustons, là il faudrait révisiter. Je vous donne un exemple. On arrive chez le président Martin Fayulu, qui nous dit, écoutez, à la fin des comptes, je trouve que l'idée est bonne, mais si vous étiez venu beaucoup plus tôt, ce serait derrière beaucoup plus meilleur. Mais à cela ne tienne, vous pouvez toujours le faire, je suis d'accord, mais je vous demanderai d'ajouter à ça, au lieu de dire vérité et réconciliation seulement, ajouter aussi cohésion nationale. Donc cette fois-ci, dans la note conceptuelle que nous sommes en train d'apprêter pour cette commission, nous ajoutons à cette commission un autre élément, cohésion nationale. C'est-à-dire que ça nous a permis d'enrichir, n'est-ce pas, notre initiative, et nous avons trouvé beaucoup de choses, et ça nous a permis aussi d'orienter les idées et les pensées vont réellement atteindre les objectifs que nous voulons, entre autres la réconciliation entre les gens. Il y a certains éléments qui nous ont éclairés. À ce jour, on est début mars, où est-ce que vous en êtes? C'est vrai que nous avons presque fini avec le politique. Nous sommes maintenant en train d'écouter la chancellerie étrangère dans notre pays, c'est-à-dire la communauté internationale, qui s'est intéressée, n'est-ce pas, de l'idée, qui nous invite depuis un certain moment. Nous avons été à l'ambassade de la Belgique, nous avons été à l'Union africaine, et nous comptons poursuivre les échanges avec d'autres personnes qui peuvent renchérir et apporter quelque chose dans ce que nous faisons, et aussi avoir leur critique autour de cette initiative. Alors, la question que je me pose, quand vous allez voir les ambassades, par exemple, c'est pourquoi? Les ambassades sont déjà nos partenaires, telles qu'elles sont. Dans le domaine des développements et restent, elles sont toujours présentes. Ce qui signifie que lorsque vous avez une initiative, elles ne peuvent qu'être intéressées. Et c'est dans ces cadres-là que nous échangeons en tant que partenaires. Certains pensent que les initiatives comme la vôtre commencent bien et puis se terminent généralement à devenir des instruments ou des institutions politiques.
Comment est-ce que vous comptez garantir aux Congolais que cela n'arrivera Nous, pas avec vous? on n'est pas dans une logique politique. C'est vrai qu'en l'appliquant, pour le simple fait que nous serons en train de travailler avec les politiques, ça prendra cette connotation ou cette coloration-là, mais nous restons tout de même clergés et nous remplissons notre rôle de prélat. Une initiative donc comme la vôtre demande beaucoup de moyens pour faire tous ces voyages, pour sortir, pour communiquer, où est-ce que vous trouvez les moyens? Jusqu'ici, nous utilisons le moyen à notre possession, d'abord en tant qu'Église et religieux, nous savons nous organiser et nous faisons avec. Et surtout, ça ne demande pas trop, parce que la commission elle-même n'est pas encore établie. Lorsque le moment viendra, ce serait à la charge de l'État congolais. Nous allons peut-être finir, archevêque Dodo Kamba, avec des questions au niveau personnel. Je vous ai beaucoup suivi les 5 dernières années. Je vois que vous battez beaucoup, surtout pour des choses qui comptent sur vous, notamment l'organisation que vous gérez aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de turbulences entre les églises des réveils. Finalement, vous arrivez toujours à vous en sortir. Qu'est-ce que vous poursuivez? Vous voulez quoi? Ce que je recherche, c'est tout simplement remplir ma mission, mon apostolat. Être utile au ciel, au Dieu créateur, être aussi utile à ma nation et à mon peuple. Et quel est le plus grand regret que vous avez en faisant ce que vous êtes en train de faire, par exemple? Je ne regrette rien. Parce que moi, Vous avez un mauvais souvenir? ah oui, j'ai un très mauvais souvenir. C'est au moment où j'ai été empoisonné. Ça a été les pires moments de l'histoire de ma vie. D'abord en tant qu'humain. Ça a été une tragédie difficile à franchir. C'est resté aussi aujourd'hui dans ma vie comme une sorte de prison. À chaque fois que je pense à ça, j'ai peur. Je n'ai jamais de toute ma vie eu peur. Oh, ça Comme va, je l'ai ressenti Jésus ces a eu jours-là. peur sur la croix, donc ça va. Et surtout que je ne connaissais pas les bonnes raisons pour lesquelles j'ai été empoisonné. Et je me posais des questions telles que j'ai causé des torts à qui exactement? Et pourquoi il faudrait que je laisse mes enfants aussi jeunes, aussi petits, même pas jeunes, aussi petits, et sans avenir? Et pour avoir fait quoi et à qui? Vous savez, j'ai bâti mon ministère de manière la plus stricte, en tenant compte de certains paramètres disciplinaires, où je suis resté respecté et respectueux à l'égard de tous pendant plusieurs années. Et ça devenait un problème quand j'ai pris de certaines responsabilités pour servir ma nation, où je me suis vu être insulté, critiqué, et parfois je me posais beaucoup de Je questions. sais que c'est très émotionnel de penser à ça, surtout quand on est passé à côté de la mort. Moi qui pensais que les hommes des dieux comme vous, ces genres de choses, de poisons, ça les prend pas. Non, ça les prend, mais ils ne meurent jamais avec. Écoutez ce que la parole de Dieu dit exactement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est Marc 15. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils saisiront les serpents à main. Et quand ils prendront quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Nous allons d'abord le prendre. Mais arriver jusqu'à nous achever, c'est là où intervient la droite du Seigneur pour nous délivrer. Mais dans l'entretemps, la période à parcourir entre le temps d'être empoisonné et de guérir,
Ce sont des questions qu'on se pose. C'est des challenges humains très C'est des durs. challenges. Et puis après, on se demande. Mon problème, ce n'est pas la peur de la mort. Non. Mourir, tout le monde est appelé à mourir. Mais dans l'entretemps, c'est que je me disais, ça devait arriver jusqu'à ce point, la haine que je suscite de plusieurs, et c'est mon environnement qui m'a fait peur. Est-ce que vous savez qui a voulu vous tuer aujourd'hui? Et c'est ça la plus grande tragédie. C'est-à-dire, je ne sais pas ça vient de qui. C'est là où je parle de la peur. La peur même pour ma femme et mes enfants. Parce que je me dis, j'ai suscité aussi autant de haine dans l'environnement, parce que moi, j'ai toujours été discipliné. Je ne vais pas partout. C'est chez moi à la maison et au travail. Et je me posais beaucoup de questions. Et vous ne craignez pas justement que l'initiative que vous êtes en train de prendre, parce que vous gênez beaucoup, puisse attisser justement et continuer à vous exposer J'ai du compris, danger, j'ai compris ce au que danger. j'ai compris ce que je devais comprendre. C'est quoi au juste? C'est que nous sommes appelés à remplir notre mission sur Terre. Et si les temps de Dieu sonnent, vous allez partir. Et si ce n'est pas les temps de Dieu, vous ne mourrez pas. Et moi, j'ai rempli ma mission pleinement. Et pour le reste, c'est à Dieu seul de prendre soin. Et je ne vais pas m'empêcher non plus de continuer à faire mon travail de prélat, prédicateur. Et bon, on va pas. Je suis désolé pour ce que vous avez enduré, archevêque, mais on rigole, on sourit quand même. C'est quoi votre meilleur souvenir dans tout ça? Le meilleur souvenir pour moi, c'est le jour où j'ai commencé à fonder ma famille pleinement dans le Seigneur. Et c'est le plus beau souvenir. Je salue Maman Dorcas. Bonjour à vous. Et votre famille, c'est une grande famille. Vous avez le temps de vous occuper et de votre famille et de ce que vous faites. Vous vous exposez au danger. J'ai pris et je travaille de manière à être toujours un bon mari pour ma femme, un bon papa pour mes enfants, avant d'être un bon pasteur pour plusieurs. Merci beaucoup, Papa Archevêque Israël Dodo Kamba. Merci. Et on va finir peut-être avec cette question. Selon vous, quel est le plus grand obstacle à la paix en République démocratique du Congo Il y en a deux. aujourd'hui? Il y en a deux. L'ego et l'égoïsme. Par moments, il faut savoir vivre pour les autres. Et par moments, il faut faire tomber sa dignité, son honneur, lorsqu'on a besoin de gagner l'harmonie dans la société. À ce moment-là, il faut tenir compte de ce qu'on appelle l'ego qui doit tomber Et ce message, et l'égoïsme qu'on doit mettre de côté. et ce message de l'ego et de l'égoïsme est aussi applicable, que ce soit à ceux qui sont au pouvoir et dans l'opposition? À tout le monde. À tout le monde. À un certain moment, il faut savoir penser aux autres. Pas à soi-même seulement, penser aux autres. Faire tomber de certains intérêts personnels, son rang, son honneur et sa dignité. Question de rechercher la paix et la cohésion nationale. Merci beaucoup, archevêque Israël Dodo Kamba. C'était un grand plaisir. Merci pour votre temps et votre disponibilité. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot de ce que vous voulez que ceux qui nous ont suivis aujourd'hui retiennent de votre initiative. Nous ne voulons que la paix. Nous voulons être un canal par lequel le pays passe pour trouver l'issue quant à tous ces conflits auxquels il est confronté il y a plus de 3 décennies. Et nous croyons que le bon Dieu qui nous a envoyés dans cette mission nous accompagnera. Et nous avons besoin de l'implication de tout le monde, et surtout la prière de tous les Congolais
Merci beaucoup, merci encore pour votre temps et merci à vous tous de nous avoir donné de votre temps. Au nom de toute l'équipe de Kinshasa Télévision qui était derrière la caméra, il y avait John Sakama, le caméraman du chef, Gaylor Vangadio, au son Scotty Mukonkole s'est occupé de la réalisation de cette émission. Merci à Poropadoc Volandor et à Junior Lombo. Au nom de toute cette équipe, je vous dis encore un grand merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de Kinshasa Télévision. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité dans cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.